Merci Marie-Noël d'avoir pris du temps pour venir nous rejoindre. On a donc lancé cette première session depuis ce soir. On espère en faire d'autres avec vous et avec d'autres grandes entreprises. Je voulais profiter du fait que vous ayez accepté de nous rejoindre pour quelques minutes, enfin une demi-heure, pour vous poser quelques questions un peu critiques qu'on peut se poser quand une grande entreprise, comme Orange mais comme d'autres, investissent massivement dans l'accélération, l'incubation, les partenariats, le corporate investment. Et donc ma première question pour vous, c'est de dire aujourd'hui vous avez des structures de corporate investment, vous avez des structures d'accélération. Comment vous faites vivre les deux ensemble? Alors déjà, bonjour à tous. Et puis surtout merci à vous d'être là, parce que je pense que ce genre de réunion est justement l'endroit où les gens sont ensemble, se rassemblent, se rencontrent, discutent, échangent, et que c'est vraiment là l'intérêt du sujet. Alors comment on a effectivement différents programmes, on peut dire, que nous faisons d'ailleurs tout seul en propre ou avec d'autres. Et j'ai vu les gens de Iris Capital ici. Les programmes sont complémentaires, ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Il y a d'une part la capacité que nous pouvons avoir à prendre des participations dans un certain nombre d'entreprises, de start-up, qui sont effectivement early stage ou un peu moins. Et ça peut se faire dans un format plus classique de Capital Venture ou via Orange Digital Venture, donc un fonds qu'on a créé il y a maintenant un peu moins d'un an, dans lequel on est sur des plus petites entreprises early stage, avec un process un peu plus rapide, fast track on va dire, qui nous évite, pour ceux qui sont dans les grands groupes ici, la série des comités ad hoc, et donc pour lesquels on espère aller un peu plus vite. Et puis à côté, l'accélérateur et donc les FAB, dans lequel on n'est pas sur la capacité à financer ou à prendre une participation, mais plutôt un apport en expertise, un apport de contact avec nos différentes business units, et puis la capacité d'aller innover ensemble pour nos clients, nos clients communs, et apporter de l'innovation à nos clients. Et donc on est sur de la co-innovation, où l'innovation est l'accès à de l'expertise et de l'accès à des parts de clients, soit les nôtres ou ceux d'autres, versus un capital risque un peu plus entre guillemets classique, parce que c'est jamais classique, quand on le fait un peu, on s'en aperçoit. Après, les deux ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire que, et Nathalie le rappelait encore hier, on peut effectivement, quand on a identifié des startups et que justement elles ont un potentiel, qu'elles intéressent nos business units, eh bien, elles peuvent aussi être, entre guillemets, présentées à ODV et au fond pour regarder si on peut faire les deux. Donc, c'est pas du tout exclusif l'un de l'autre. Les buts ne sont pas les mêmes. Mais évidemment, quand on identifie une, quelquefois, elle peut tout à fait être éligible aux deux. Merci. L'autre question qui est liée aussi à la thématique de ce soir, c'est celle que vous ne financez pas, mais que vous accélérez. Ils ont besoin justement de se financer. Comment vous les aidez en dehors de cette initiative de ce soir pour justement avoir la scalabilité financière qui permet de suivre l'attraction que vous leur générez? Comment on les aide à devenir grands, c'est ça? Voilà. En plus de l'apport technologique et commercial. Alors, après, je pense que si on veut effectivement avoir un apport financier, on va rentrer dans les propres à Orange, c'est-à-dire on va rentrer dans les process un peu plus qui existent, hein, Orange Digital Venture, et puis Iris, et puis on a un certain nombre d'autres fonds dans lesquels aussi, qui sont peut-être plus thématiques, dans lesquels elles peuvent se retrouver. Donc ça c'est la première chose. Après, il y a le fait qu'on puisse les mettre, et c'est un peu l'idée aujourd'hui, de créer du réseau, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des capital venture, des capital risqueurs à qui on est présente, et ça c'est à la fois en France, dans leur pays d'opération, mais de façon croisée entre nos pays d'opération, parce qu'on a effectivement un réseau de labs, donc tout l'intérêt c'est qu'elles puissent bénéficier du fait que ce soit un réseau et que ce ne soit pas une entité unique dans un pays. Après on a des partenaires et on a plaisir à présenter, donc de Télécom, Syntel, Téléfonica, à se présenter réciproquement et mutuellement nos startups accélérées pour que chacun puisse les découvrir. Et donc après, on peut parler d'accès au marché ou on peut parler de financement. Finalement, ça va dépendre du besoin. Parce
l'idée du produit, l'idée de l'accès au marché, c'est aussi la plus belle des manières de leur donner accès au financement. Parce que quand on arrive avec des grands partenaires dans le monde entier, la question du financement se pose différemment, on va dire. Elle se pose, et c'est technique et c'est compliqué, mais c'est une autre façon. Et puis on les emmène aussi au Mobile World Congress à Barcelone pour certaines, dans d'autres manifestations. Dès qu'on le peut, on les expose fièrement. Et du coup, il y a des rencontres qui se font, certaines qu'on connaît, certaines d'ailleurs qu'on connaît peut-être pas, et c'est pas grave. Donc à la fois en leur apportant de la substance en termes de compétences, à la fois en leur apportant du potentiel qui leur permet de présenter un business model qui est solide, qui a des débuts de preuves, et puis en les mettant en relation soit avec nos propres structures, soit avec d'autres structures proches de nous, d'autres opérateurs, ou plus larges. Ok, on a parlé là des startups externes que vous accélérez. Est-ce que vous avez aussi une politique d'essaimage, d'intrapreneuriat qui permet Alors, aussi oui, on a des choses, même si je reste convaincue qu'on peut faire plus sur le sujet. Et on essaie de développer avec les salariés qui le demandent la capacité à les mettre dans une configuration qui leur permet d'entreprendre. Alors d'ailleurs, il y a des beaux exemples, c'est-à-dire que là, pareil, il n'y a pas d'exclusion, et il y a des salariés de l'entreprise qui ont essaimé et qui sont aujourd'hui dans la saison 4. Et donc ça prouve bien que finalement, rien n'est automatique, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. De façon claire, on a d'abord un dispositif pour eux, les personnes, c'est-à-dire qu'elles peuvent, quand elles essaient, se mettre dans une situation dans laquelle elles peuvent du coup se consacrer pleinement à leur entreprise, etc. Et avoir quand même conservé un lien, en tout cas pas financier, mais avec l'entreprise qui leur permet aussi de limiter leurs risques, parce que c'est important, parce que c'est aussi des gens qui n'ont pas forcément... qui n'ont pas eu cette vie tout de suite, qui peuvent aussi avoir travaillé dans l'entreprise pendant longtemps, qui ont aussi un certain nombre de charges. Et donc, du coup, on leur donne la capacité personnelle de supporter ce risque. On a des dispositifs aussi en ce qui concerne la propriété intellectuelle, parce qu'en fait, la question se pose dans un certain nombre de cas, sur les objets sur lesquels ils ont travaillé. Et puis, on a même travaillé dans un certain nombre de dispositifs. Vous savez, dans toute grande entreprise, en fait, on a des idées, et puis il y en a certaines qui sont au cœur de métier, d'autres qui le sont moins, et il y en a certains, indépendamment du fait qu'elles soient cœur de métier ou pas, pour lesquels l'entreprise est sans doute le meilleur nid pour qu'elle grandisse, et d'autres pour lesquels l'entreprise n'est sans doute pas le meilleur nid pour qu'elle grandisse. Et donc on expose aussi un certain nombre de choses, et puis il y a des salariés, même si c'est pas eux qui ont travaillé sur le sujet, qui peuvent flasher sur une idée et dire est-ce que c'est possible que j'utilise cet été, etc. Et on développe les moyens pour que, puisque en fait c'est un effet collatéral positif, mais qui n'est pas forcément celui qui était pensé au démarrage, voilà, qui n'est pas anticipable. Donc il y a des dispositifs pour les personnes elles-mêmes, il y a des dispositifs pour regarder comment on peut aider, et puis après il y a le fait que les dispositifs peuvent se croiser. Et de la même façon, pour que chacun puisse grandir les dispositifs, de la souplesse, il n'y a pas d'exclusion ni d'obligation. Ce que je comprends, c'est que vous avez une approche en fait très pragmatique des choses. Très souple et pragmatique. Je pense que c'est ce qu'il faut. Alors en même temps, je pense que c'est bien d'aller voir d'autres gros groupes pour apprendre aussi comment ils font. L'entrepreneuriat interne, c'est pas forcément très facile. Et donc du coup, je pense qu'il y a eu des belles histoires, donc des très jolies histoires depuis longtemps d'ailleurs dans le groupe. Il faut bâtir là-dessus. Et puis quand quelqu'un vient, il faut l'écouter, parce que du coup, lui, ça va pas être ça va être du soft, il n'a pas complètement fait sa situation avec eux. Et finalement, on arrive à trouver des solutions. Ce qui est certain, c'est que c'est une histoire à chaque fois. Donc ça demande quand même de l'énergie des équipes RH, des équipes, etc. Puisque on ne peut pas dire que le processus pour monter sa boîte à partir du groupe, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc quand quelqu'un arrive en disant « moi j'ai un peu envie d'eux », et bien là, il faut l'aider à réfléchir sur son business model, il faut lui laisser du temps, il faut que des gens viennent l'aider parce qu'ils en ont vu plus et donc ils ont un peu l'habitude. Et puis on trouve la solution, mais le process step by step ne fonctionne pas. Ce qu'on peut voir quand même au travers de vos réponses, c'est que vous avez une grande maturité dans le domaine de l'accueil des startups ou du développement des startups. Aujourd'hui, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup d'autres grandes entreprises qui font de l'open innovation, qui créent leurs incubateurs, qui créent leurs
accélérateur. Quel est l'intérêt pour vous est-ce que vous avez déjà un intérêt à travailler avec ces autres organismes d'organisation de grands groupes? Et si oui, pour faire quoi? Alors oui, on a intérêt. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y en a un certain nombre qui sont dans la salle aujourd'hui et je les remercie chaleureusement. Les intérêts sont multiples et sans les prioriser. Alors le premier, c'est que, je le disais tout à l'heure, c'est toujours très intéressant de voir comment font les autres, parce qu'on peut toujours faire mieux, parce qu'ils ont des bonnes idées, et que du coup, comparer notre process, comparer nos idées, comparer nos réussites, comparer nos vitesses, ce sujet avec lequel je discute quelquefois avec Nathalie, c'est toujours important parce que on est forcément plein de progrès possibles. La deuxième chose, et qui est peut-être plus liée à la nature de l'évolution de nos activités, de nos business aujourd'hui, c'est qu'on voit bien dans les startups, mais dans les grands projets qu'on a, qu'il y a beaucoup d'innovation aux frontières de nos métiers. Et que la digitalisation, qui veut dire quelque chose de très précis pour chacun d'entre nous, mais pas la même chose, la digitalisation fait qu'on va beaucoup innover aux frontières de l'agroalimentaire et les télécoms, aux frontières de la mobilité, etc. Et que du coup, c'est très important qu'on mélange nos métiers. Et ça, c'est vrai pour les startups, c'est vrai quand on travaille dans les grands groupes et en B2B. Aujourd'hui, en B2B, notre interlocuteur, souvent, c'était le directeur technique qui nous achetait du tuyau et plein de choses. Et aujourd'hui, des fois, on brainstorm pendant 4 heures avec le directeur de l'innovation, qui connaît rien au telco, il ne connaît pas grand-chose à son métier, et on se met 3-4 de chaque équipe et on brainstorm pendant quelques heures sur, finalement, ça peut donner quoi des produits. Et lui, il cherche à savoir comment son propre portefeuille produit pour ses propres clients va évoluer. Et donc, on sent bien que c'est à ces frontières de domaine, on va dire, qu'il y a beaucoup d'innovation. Et donc, ça concerne évidemment les startups, puisque c'est des domaines naissants, et elles peuvent s'appuyer sur un pilier métier d'un côté, un pilier métier de l'autre, et aller chercher finalement plein d'idées, et puis quelquefois de la techno d'une part, ou BU de l'autre côté, et que là, il n'y a pas l'idée de dire on est en compétition pure sur ces sujets-là. C'est pas l'idée, on est dans des systèmes plus ouverts, et justement, on va construire des choses. C'était d'ailleurs, avant que vous soyez là, il y a Natural Pack qui a parlé de cette expérience avec vous, et avec Dell qui était complémentaire en fait pour mettre son offre sur le marché. Justement, pour finir, est-ce que vous pourriez nous raconter une belle histoire que vous avez vécue, qui fait vivre? Alors, des belles histoires, on en a. Alors d'abord, j'espère que vous en avez entendu tout à l'heure. Moi, je prendrai un petit temps pour la saison 4 aussi. Donc des belles histoires, il y en a. Alors après, des belles histoires, si ça veut dire qui se transforment en fait en succès pour nous. C'est un peu ça. On en a, oui, on en a certaines. D'ailleurs, on en a au sein du groupe Orange. On en a aussi de nos startups qui vont faire des belles histoires avec d'autres opérateurs à qui on les a présentés. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc ça marche. Donc on a Umipets, par exemple, qui travaille autour de tout ce qui est réseaux sociaux autour des propriétaires d'animaux, on va dire. Et puis les fameux colliers connectés, parce que les colliers connectés, ils sont connectables, après il faut les connecter, on va dire. Et donc du coup, on travaille avec eux sur ce sujet-là. Mybe, qu'on avait aussi incubé, qui travaille sur des bracelets qui permettent de gérer des événements, des festivals. Dans un temps court, en fait, ce bracelet gère un porte-monnaie électronique, une gestion de droits, etc. Et donc on les a embarqués dans des offres événementielles qu'on travaille avec Orange Business Service, et donc on répond ensemble maintenant à certaines offres. Il y a Jacquard que vous avez vu, je crois, aujourd'hui, AfroStream, qui est, comment dirais-je, le Canal Plus des contenus afro-américains, donc avec qui effectivement on va lancer des offres. Donc voilà, il y a des belles histoires, c'est-à-dire que concrètement, ça arrive chez les clients d'Orange ou les clients d'un autre. Et puis il y a eu aussi juste des belles histoires, et j'ai reçu un joli mail aujourd'hui, ça me fait très plaisir, sur le fait qu'il y a des gens qui ont apprécié, enfin en tout cas, à qui leur passage ici a fait franchir un pas dans le développement de leur entreprise.
Et puis, je suis aussi contente si c'est finalement, quand c'est avec nous, c'est très bien, mais il n'y a pas d'exclusive non plus. Donc, après, il y a aussi une histoire humaine. Je pense que les équipes s'apportent les uns les autres. Donc, à la fois celle d'Orange, que je prends le plus intensément, et je les remercie. Et puis, les startups qui sont là, on avance, parce qu'il faudra sans doute. Après, ça évolue encore, on verra bien comment les choses se passent. Mais en tout cas, c'est toujours des belles discussions. Marie-Noëlle, merci beaucoup de votre témoignage. Merci aussi de nous hoster ici dans ce bel endroit. Et je vais passer la main à Pascal Latouche, pour la suite des événements. Merci. Merci beaucoup. Alors, bien évidemment, donc, je suis Pascal Latouche, le directeur de l'Orange Fab France. Pour aller très très vite, parce que je pense que le cœur de la soirée finalement, c'est que les investisseurs puissent rencontrer les startups. Quelques mots toutefois. Le premier mot, il sera pour Marie-Christine Réol, que je remercie vraiment vivement d'avoir accompagné la mise en œuvre, le concept et puis la mise en œuvre, on va dire, de cette opération, qu'on a très simple. C'est que parfois, vous savez, vous rencontrez des gens, vous leur parlez d'une idée un peu saugrenue, et puis ils vous regardent en vous disant oui, peut-être, on verra, etc. La première fois qu'on en a discuté avec Marie-Christine, dans les 10 minutes qui ont suivi, on savait qu'on allait le faire, on ne savait pas encore comment, et puis on l'a fait. Donc on est vraiment très très content pour ça. Remerciement spécial aussi, parce qu'on n'aura pas l'occasion de le dire, à 3 drôles de dames, Laure Pamard de l'IE Club, Anna Austin de l'Orange Fab France et Mandy Robinson, j'ai bien prononcé ton nom ce coup-ci, de l'Orange Fab France, qui ont été vraiment les 3 chevilles ouvrières qui ont permis à cet événement de se réaliser. Et puis, au-delà de ça, je vous dirais que le numérique, vu de moi, c'est avant tout le partage. C'est-à-dire que ce soir, on a partagé des idées, des concepts, des produits et services extrêmement innovants. 23 très très belles startups françaises dont on peut être extrêmement fier et qui ont un avenir très certainement national, mais aussi international. On a souvent entendu le terme de international, donc ça veut dire qu'on a compris aujourd'hui que l'avenir, c'est le monde finalement. Il faut vouloir effectivement produire pour le monde, et ça c'est très bien. Donc merci à ces très belles startups, merci aux investisseurs de venir. Le pari n'était pas évident lorsqu'on s'est lancé là-dedans avec Marie-Christine, que de dire on va mobiliser ce soir un certain nombre d'investisseurs et on va leur dire qu'on va leur présenter les plus belles startups du monde. On a osé. Pourquoi pas. Faut avoir de l'ambition, et nous on en a beaucoup. Et puis un remerciement tout à fait particulier aux corporates, c'est-à-dire aux accélérateurs corporate qu'on a contactés et à qui on a expliqué le concept et qui nous ont dit d'entrée de jeu, waouh, votre truc, c'est plutôt pas mal. Et il y en a même certains qui ont déjà pris rendez-vous pour aux environs février-mars 2016 pour pouvoir effectivement hoster le futur ou la seconde Funding Night, comme quoi on va créer tout un réseau dans le temps. Et là-dessus, Marie-Noëlle a eu raison de le ressouligner, c'est ensemble qu'on sera beaucoup plus fort finalement. Et puis, je ne serais pas complet si je ne remerciais pas Nathalie Boulanger, directrice d'Orange Startup Ecosystem, de la confiance qu'elle a su nous accorder jusqu'à présent et que, je n'ai pas de doute, elle continuera à nous accorder dans le futur afin d'avancer clairement sur comment est-ce qu'on fait en sorte que les startups françaises puissent dominer le monde. Merci, passez une excellente soirée. Avant de se retrouver tous d'ici une minute au premier étage pour le cocktail et puis les démonstrations, les discussions en one-to-one que vous pouvez avoir, juste un petit moment de pub pour l'IO Club. Je voulais juste vous dire que le 24 novembre, on organise un autre événement qui s'appelle la French Tech Rencontre Tel Aviv et ses startups. Donc ça se passe le soir et on va essayer d'animer ce réseau entre France et Israël. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous savez, mais tous les mois, en fait, on fait un after-work qui dure 1h30 dans un cadre assez sympa, entre 7h et 8h30, 9h, où en fait on fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on fait pitcher des investisseurs, on fait pitcher des grands comptes devant des startups. Donc c'est pas des grandes réunions, on se retrouve à une trentaine à chaque fois. Mais l'exercice est intéressant pour
que justement ces investisseurs ou ces grandes entreprises expliquent leur stratégie d'accélération, de financement, etc. Donc je vous invite à nous retrouver. Donc le prochain c'est le 26 novembre et notre guest star sera Monsieur Kéré de Ntenji qui viendra présenter sa stratégie. Merci beaucoup en tout cas. Et puis la soirée n'est pas finie, je vous invite vraiment à passer au premier.